Salut à tous et bienvenue encore dans un nouvel épisode de Hustle & Host. Hustle & Host qui est un podcast dédié à la location courte durée, aussi appelé Airbnb. Aujourd'hui, on accueille T-Jeff, mais je vais le laisser se présenter. Salut T-Jeff. Salut à toi. Merci en tout cas d'être venu. Est-ce que tu peux te représenter rapidement? Ouais. Bah écoute, déjà merci pour l'invitation. Moi c'est T-Jeff, 36 ans, donc je suis investisseur immobilier et entrepreneur également dans l'immobilier. Je suis en couple, j'ai une fille et puis voilà, je suis à 100% dans ces activités-là. D'accord. Et donc ton premier contact avec l'immobilier, qu'est-ce que c'est? Comment ça s'est passé? Si tu pouvais nous en dire un peu plus. Alors mon premier contact avec l'immobilier, si tu veux, à la base j'étais pas prédisposé à faire de l'immobilier. Moi à la base, je suis juste un salarié classique, quelqu'un qui fait des études, qui a fait son alternance, qui a fait des alternances, etc. Donc j'étais plutôt prédestiné à être salarié classique dans le digital marketing. Donc moi, l'immobilier, c'est venu, si tu veux, à des phases assez compliquées de ma vie, tant sur le plan perso que professionnel. Et c'était une période où je me cherchais. Je savais que j'étais pas fait pour le salariat, puisque j'ai vécu des événements un peu compliqués quand j'étais en alternance, etc. Je savais que c'était pas fait pour moi, mais je savais pas quoi faire. Okay. Et donc, petit à petit, je me suis renseigné, j'ai regardé un peu sur Internet qu'est-ce qu'il était possible de faire pour gagner sa vie, et je suis tombé sur l'entrepreneuriat classique et l'immobilier. Et c'est un peu comme ça que je suis tombé dessus, donc via des blogs. Donc à l'époque, quand je restitue un petit peu, on est en 2014-2015, donc il y avait une grosse communauté blog, un peu de YouTube, pas comme aujourd'hui, mais un peu de YouTube, Instagram, pas trop. Et c'est comme ça que j'ai connu certains infopreneurs dans l'immobilier qui ont retenu mon attention. Tu veux que je donne les noms peut-être? Ouais. C'est comme tu veux. Le premier, c'est Olivier Seban. Pour les gens qui ne connaissent pas, pour moi, je dis que c'est le papa de tous les infopreneurs qu'on peut voir aujourd'hui dans l'immobilier. Ouais. Donc c'est vraiment peut-être le plus ancien. Je connais pas. Ouais, le plus ancien avec... après, Cédric Anissette est venu un peu après. Ouais. Mais voilà, Olivier Seban, donc il faisait des vidéos YouTube. Il a sorti un livre aussi, Tout le monde mérite d'être riche, donc j'ai lu ce livre. Et c'est à partir de là, donc on est en 2014-2015, que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'immobilier. Je trouvais que ça avait du sens ce qu'il a raconté, et je me voyais bien évoluer dans ce domaine-là. Voilà. Ok. Après, tu parles d'immobilier, c'est assez vaste. Ouais. Si tu pouvais nous dire exactement les secteurs dans lesquels tu opères. Alors moi, aujourd'hui ou quand j'ai démarré? Aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, ma fenêtre de tir, c'est plus des opérations de marchand de biens et la location courte durée. D'accord. Voilà. J'ai toujours mes biens en colocation, mais c'est un peu plus passif, je mets entre guillemets, puisque c'est la location à l'année, au mois. J'ai toujours ces biens-là, mais en activité, c'est plus de la location courte durée et du marchand de biens. D'accord. Et donc là, tu exerces sur quelle zone exactement? Région parisienne. Essentiellement région parisienne, parce que j'estime que généralement, c'est toujours mieux de ne pas être trop loin de ces biens immobiliers. Il y a toujours des moments où tu vas devoir, déjà rien que pour les visites, pour te déplacer, si tu es à 1 heure, 1 heure et demie, ça va être compliqué, tu vas pas forcément le faire. Alors que si tu es à plus ou moins 25-30 minutes en voiture, tu vas de toi-même être un peu plus motivé pour le faire. Et même après, derrière, s'il y a les travaux. Quand tu gères les travaux, c'est toujours plus pratique de ne pas être très loin. Ouais. Et moi, je considère que même si on délègue les travaux, effectivement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut y aller régulièrement, il faut échanger avec les gars, il faut être présent, tout simplement. Et donc, pour moi, ça a payé jusque-là. J'estime qu'il faut vraiment être pas trop loin d'où on habite, surtout au démarrage. Ok, et tu as commencé par quoi? La location courte durée, l'achat-revente? Non, j'ai commencé par de la location meublée à la base. Ouais. Quand j'ai commencé en 2017 par un T2, moi, le truc, c'était, ok, j'ai appris, j'ai lu, j'ai regardé des vidéos, etc. Maintenant, il va falloir passer à la pratique. Je ne vais pas commencer à faire le fou. Donc, j'ai commencé avec un premier T2 de 33 mètres carrés en région parisienne, très bien placé, pas de charge de copro, petite taxe foncière. Et c'était ma manière de me dire, est-ce que tout ce que j'ai encaissé là d'informations, est-ce que c'est concret? Je commence petit. Donc, j'ai commencé avec un T2 en meublé, parce que je savais à l'époque que c'était mieux de faire du meublé pour plusieurs raisons. Tu peux louer plus cher, on est sur des baux de 1 an et pas de 3 ans, donc c'est plus flexible. La fiscalité, évidemment. Donc, je savais déjà que c'était mieux de faire du meublé, donc je suis passé
par un T2 en meublé classique. C'était, en plus, quand j'ai commencé, c'était pas les travaux que je fais aujourd'hui, c'était vraiment des petits montants, parce que quand j'ai commencé, j'étais salarié, j'ai pas pu emprunter non plus énormément, je gagnais 1600 et quelques, 1600, 1700 euros quand j'ai démarré en tant que salarié, donc je pouvais pas emprunter des masses. Donc c'était des petits travaux de rafraîchissement, le sol, la peinture, un petit peu de meubles basiques, et c'est comme ça que j'ai commencé à mettre en location le T2 en janvier 2017 exactement. Ok, et donc tu as eu ton premier T2, Ouais. tu as basculé sur la LCD, c'est ça? Non. Non. Après le T2, j'ai fait stratégie colocation. Parce que j'entendais beaucoup la colocation, ça m'intéressait. Pourquoi la colocation, ça m'intéressait? C'est que j'aimais bien le principe de mutualisation du risque. Pourquoi? Quand tu fais une colocation, généralement de 3 ou 4 ou 5 personnes, on va dire, parce que la plupart de mes colocations, ce sont des colocations de 4 personnes, tu loues à 4 personnes différentes. Ouais. Donc tu mutualises le risque. La probabilité que les 4 personnes ne te payent pas, elle est quand même très, 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 très basse. Et moi, j'aimais bien ce principe-là de sécuriser aussi ces opérations. Parce que quand tu loues en meublé, il suffit qu'une personne, en meublé classique, tu loues à un couple ou à une personne, il peut lui arriver des galères de vie ou des séparations. Il peut se passer plein de choses dans la vie des gens qui font que ils vont peut-être ne plus payer le loyer ou avoir payer un peu plus tard, avoir des délais pour payer les loyers. Et ça ce risque me faisait peur. Et ce que j'aime bien dans la colocation, comme je te dis, c'est il y a 4 personnes. Ces 4 personnes sont pas liées. Elles payent un loyer. Et même si dans le pire des cas, il y en a un qui ne paye pas ou 2 qui ne payent pas, les 2 autres paient. Et ça me permet de rester à l'autofinancement au minimum. Et c'est pour ça que la colocation, ça m'a parlé. Donc j'ai commencé avec une colocation de 3 personnes. Dans un T2? Dans un T4. Ok, d'accord. Et 67 mètres carrés. Donc, espace salon, espace cuisine, et 3 chambres, salle d'eau et WC séparé. Ok. Donc 3 personnes. Voilà que ça a fonctionné. Ça a confirmé le fait que cette stratégie, il y a quelque chose à faire. Ça, c'est sécurisant, ça apporte des revenus assez confortables. Et la demande est là aussi. C'est qu'il y a une demande qui est là en région parisienne. Et donc, je me suis dit, ok, je vais aller plus loin, petit à petit. Et j'ai commencé à faire une première colocation de 4 personnes. Ça a fonctionné, et puis j'en ai enchaîné plusieurs colocations de 4 personnes. Et pour moi, c'est le meilleur format, en tout cas en région parisienne, c'est des colocations de 4 personnes. D'accord, et de là, ensuite, tu as basculé sur la LCD. De là, on arrive, courant 2019. On entend beaucoup location courte durée. Ça ramène beaucoup, c'est intéressant. Le client te paye directement via les plateformes, donc il n'y a pas d'impayé, etc. Ça me parle aussi. Et vers fin 2018, je participe à un événement, un séminaire d'une personne qui fait des formations, etc. Et elle avait invité une personne qui faisait de la sous-location professionnelle. Ok. Je connaissais pas trop le principe. Donc on a mi-2018, fin 2018, quelque chose comme ça, je connaissais pas trop le principe. Et puis elle raconte son speech sur la sous-location professionnelle, c'est le fait qu'on puisse avoir des biens qui ne nous appartiennent pas, mais on signe un bail professionnel dérogatoire avec un propriétaire, ce qui nous permet de sous-louer légalement et derrière de les placer soit via Airbnb, Booking ou autre. Donc le concept m'a plu. Et quand le gars a fait son speech, je suis allé le voir. J'ai parlé avec lui pour qu'il me raconte un peu plus en détail. Et le gars en faisait non seulement en France, mais à l'étranger, dans d'autres pays, avec des associés qu'il avait. Ouais. Et je dis, le gars, il paye pas de mine, tu sais, quand tu le vois, des fois, il paye pas de mine, mais le gars, très solide. Et il m'a bousillé le cerveau. J'ai dit, le concept, il me parle, la sous-location professionnelle. Et je me suis un petit peu renseigné un peu à gauche, à droite. Et mi-2019, donc juin 2019, je crée avec madame la société de sous-location professionnelle, mais qui ne fait plus que ça. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans la location courte durée, donc en juin 2019. Ok, donc là on est en juin 2019, Covid arrive. Un peu plus tard. C'est quoi, c'était en 2020? Mars 2020. C'était en mars, mars 2020. On récupère 2 studios quasi au même moment, en juillet 2019. Ouais. 2 propriétaires différents. Ouais. Là, jusque-là, tout va bien. Jusque-là, tout va bien. Ouais. En plus, je me souviens très bien, quand on lance un des studios, nous, on devait partir en voyage, très très loin, aux États-Unis, à Miami précisément. Donc, on lance le studio. Ça venait à peine d'être mis, peut-être 1 ou 2 jours. On avait contacté une conciergerie avec qui on avait discuté peut-être 1 semaine ou 10 jours avant. Mais on ne la connaissait pas plus que ça. On avait pris un café ensemble pour discuter avec cette personne. On ne la connaissait pas plus que ça.
Et nous, on avait déjà pris nos billets pour partir. Ah ouais. Voilà. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. On a vu. Et c'est ça et c'est ça aussi qui te bousille le cerveau, c'est quand tu te dis, attends, je suis à des kilomètres, je suis à la plage, je suis en train de visiter ceci ou cela, et je vois les notifs. Ding, notif, Airbnb, Booking, etc. Airbnb. Tu fais, mais attends, c'est puissant ça. C'est puissant. Et c'est de là, on a commencé à creuser, on s'est dit, ok, bon, on va continuer, on va aller dans des plus grandes surfaces. Covid est arrivé. Quand Covid est arrivé, les gens se disent, ouh là là, c'était compliqué. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a pu louer principalement des infirmières qui avaient besoin de rester plus longtemps dans les logements, ce qui a fait qu'on n'a pas perdu pendant le Covid. Et comme on s'est dit, putain, avec le Covid, on a réussi à maintenir à flot une entreprise qu'on venait plus ou moins de créer, tout droit. On a eu le Covid, quand même, le Covid, et on a maintenu quand même On n'a pas demandé d'aide, parce qu'à ce moment-là, les aides de l'État, on n'a pas eu d'aide de l'État. Hein. On n'a pas eu d'aide de l'État, on a géré. Et après, tout droit, on a enchaîné, on a pris des plus grandes surfaces. Et aujourd'hui, on continue encore de faire de cette activité-là. Parce que c'est vrai que pendant la saison Covid, en Angleterre, notamment, j'ai un contact qui m'a dit qu'il perdait des 30... parce qu'il avait pas mal de biens, mais il perdait des 30 000 euros par mois. Mais ça ne m'étonne pas. 30 000 euros par mois. Il m'a dit qu'il arrivait à peu près à 150 000 euros de dette, je crois. Mais il a tenu le coup, justement en se focalisant sur les professionnels. Donc, il allait sur les chantiers, demander... Ça, c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Il faut être proactif, parce que souvent, les gens pensent location courte durée, Airbnb, Booking. Oui, c'est la masse. La masse, tu vas la trouver là. Mais à un moment, il faut te professionnaliser et toi-même aller chercher les gens, aller chercher des entreprises. Des fois, tu vas recevoir une personne qui a réservé. Tu sais que c'est une entreprise. Ouais. Mais travaille-le. Voilà, on a plusieurs biens. Est-ce qu'on peut voir comment on peut s'arranger pour faire un forfait sur plusieurs mois, ou on a aussi d'autres biens qui sont à tel endroit. Il faut être proactif au bout d'un moment et faire des collaborations solides sur la durée avec les professionnels. Pour moi, c'est vraiment le game changer, la suite logique quand tu vas faire de la location courte durée. Airbnb, Booking, ok, mais essaye de trouver une part de clientèle que tu peux fidéliser sans passer par ces plateformes et qui vont réserver régulièrement, qui vont parler à d'autres sociétés et qui vont pouvoir réserver sans passer par les plateformes. Ok. T'as raison. Et ça, je fais beaucoup. Hein. De moi-même encore. Alors maintenant, on travaille avec une assistante qui fait ces démarches, mais on regarde les entreprises qu'il y a autour, toutes les sociétés qui peuvent être intéressantes autour de la zone, et on va les démarcher. Okay. Voilà, on a tel logement, on peut voir, après on négocie derrière, mais au moins ils savent qu'on est là. S'ils ont des partenaires qui doivent venir pendant quelques temps, des fois il y a des travaux dans la zone, pour faire venir des ouvriers, des artisans, des commerciaux, ça arrive. Et ton premier bien de sous-location, tu l'as décroché comment ? Comment ça s'est passé ? Alors, comment ça s'est passé ? C'était celui de... Ok. Celui-ci, on a visité avec madame. C'était où ? Jeune. Alors, je vais te donner le profil du propriétaire. Studio, 25 mètres carrés. Plutôt propre, semi-meublé. Quand je dis semi-meublé, c'est que c'est meublé, mais vraiment très standard. Le canapé, frigo. Ouais, mais très standard. C'est très standard. C'était limite du premier prix, quoi. Le matelas, qui fait de 2 cm. C'était pas non plus très quali. Jeune, je pense qu'il a à peu près le même âge que nous, plus ou moins. On est plus jeune, non ? Il travaille c'est vrai que oui. Mais il avait plus ou moins notre génération. On lui explique comment ça fonctionne. Pourquoi pas, lui il travaille beaucoup. Il est data scientist, etc. Donc il n'a pas le temps de gérer tous ces trucs-là. Et madame, pour le coup, a réussi à bien le convaincre. Et il nous fait confiance. Et c'est comme ça que ça s'est passé peut-être en 2 semaines. Il voulait voir le bail. C'est normal. Il ne connaît pas c'est quoi la sous-location professionnelle. Et la plupart des gens, quand tu leur parles de sous-location professionnelle, c'est interdit. Non. Il y a des manières de faire. Et c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Au niveau du contrat, il a quand même noté certaines choses en disant là, ça me plaît moins. Il y a eu un peu de négo. Mais ça s'est pas trop mal passé avec lui, globalement. Le deuxième, c'était un autre profil, complètement différent, plus âgé, plus ancien, très classique, très comme à l'ancienne, donc il louait en nu. Et lui, c'était un peu plus long. Parce que lui, il connaissait pas. Et ça aussi, c'est un atout que vous pouvez utiliser quand vous faites de la sous-location professionnelle, c'est que c'est un propriétaire qui avait eu des galères avec des locataires déjà. Ah, ok. Donc, quand tu tombes sur un propriétaire qui a eu des problèmes avec des locataires, généralement, qu'est-ce qu'il veut derrière ?
La sûreté. Il veut de la sûreté. Donc, tu sais appuyer là où il faut. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup faire parce que souvent, les gens, ils récitent un petit peu, voilà, on fait de la sous-location professionnelle. C'est très sommaire. Mais il faut taper là où ça fait mal. Il faut discuter avec la personne, comprendre c'est quoi ses craintes. Et c'est quand tu sais que tu appuies, que là, ça lui fait mal, c'est là qu'il faut appuyer. Ouais. Et l'avantage aussi, ça aussi, il faut le mettre en avant, c'est que comme moi, je suis investisseur immobilier, que j'ai des biens immobiliers, je le comprends. Donc, c'est aussi plus facile pour moi d'expliquer que je suis aussi également propriétaire et que j'ai des biens immobiliers et que je le comprends. Et ça joue aussi. Quand la personne voit que tu es propriétaire, que tu connais un peu la fiscalité, que tu connais un petit peu, tu connais ton métier, il se dit, ah ouais, lui, c'est pas un rigolo, il sait de quoi il parle. Et donc ça peut jouer aussi. Et vraiment comprendre les blessures, entre guillemets, du propriétaire et appuyer là où ça fait mal. Et lui, ça lui avait fait mal parce qu'il était tombé sur des locataires qui avaient... C'était une famille. Donc une famille, c'est plus compliqué de déloger. Il lui avait fait confiance et ils avaient délabré son appartement et... forcément, ça l'a marqué. Ok. Et là, tu avais mis combien à peu près pour meubler. Pour meubler. Alors... Par exemple, tu vas prendre ton premier bien. Ouais. Combien tu avais pris? Tu avais mis, pardon. Alors, et le dernier bien, combien tu mets en le premier bien, c'est une petite surface. Ouais, c'est ça, T2, tu m'as dit. Généralement, il faut coter la caution. Quand c'est du meublé, ils vont pas hésiter à demander du 2 mois. Ouais. Donc, à l'époque, t'es 600 plus 50, donc ouais, ça faisait 1002. Ça, déjà, à mettre en caution. Ouais. Ensuite, le matelas, on a changé. Moi, j'ai mes contacts avec qui je bosse depuis mes débuts, qui me fournit tous les lits que je reçois sur mes projets de colocation, LCD, marchand de biens, etc. Je passe que par lui. Donc, le matelas, on l'a changé. Madame a fait un peu de déco, forcément, elle est décoratrice d'intérieur. Le canapé, on l'avait changé. La table était déjà là. On a eu peut-être pour 1500 €. Ah ouais, le mini-frigo était là. La salle de bain, il n'y avait rien de spécial à changer. Après, c'était des ustensiles de cuisine. Bon, ça, c'est Ikea, c'est du classique. Et puis voilà. Hein. Donc ça, c'est le premier. Des micro-ondes four étaient là. Ouais. Donc ça, c'est le premier, 1500. Ça, c'est le premier, Et le dernier, on va dire aujourd'hui, par exemple, là, je ne sais pas quand la vidéo va sortir, là, on est en train de signer un dernier. Donc là, on est sur une maison de plus de 100 mètres carrés. Nu, en plus. Il n'y a pas de... si, dans la cuisine, il y a la micro, il a juste une plaque. Et je crois qu'il y a un four. Non, il n'y a pas de four. Et là, effectivement, on sera plus sur du 5 000, 6 000 €. Ok. 6 000 €. Parce qu'entre-temps, les loyers ont augmenté. Ouais, mais ça se négocie. Je t'ai dit, moi, en fait, on reste dans du business. Ouais. Quand tu vas voir un propriétaire et que tu lui expliques que tu fais de la sous-location professionnelle, tu n'es plus un locataire. Il y a plus ce côté où lui, en gros, c'est le propriétaire et toi, tu es un petit peu le locataire. Voilà. Non, on est au même niveau. Et la discussion est libre. On est sur des contrats libres, donc la discussion est libre. Tout est libre. Et nous, ça nous arrive de négocier. Voilà, il veut tant. Ouais, mais non, c'est de la négociation après derrière. Ouais. Ok. Et donc là, on va basculer sur l'achat-revente. Donc, tu as fait colocation, sous-location et donc marchand de biens. Ouais, c'est ça. Si on suit le process, c'est ça. Donc, après combien de temps tu as basculé et comment tu as basculé dans l'achat-revente? Le marchand de biens, si tu veux, moi, avec toutes ces expériences-là, j'ai fait beaucoup de travaux. Okay. Beaucoup de travaux. Toutes mes opérations, à chaque fois, il y avait des travaux en locatif, je parle. Mes achats locatifs. Colocation, mon premier T2. Il y a toujours eu des travaux. Et j'aimais bien. J'aime bien, en fait, ce côté où de suivre les travaux, de commencer à zéro et d'avoir un truc fini. Le process me plaît bien. Et le marchand de biens, j'entendais, hein, je connaissais un peu le principe. Alors, il faut savoir, pour les personnes qui vont écouter, le marchand de biens, c'est pas forcément que des travaux. Mais les travaux font partie des éléments à faire quand tu veux faire des opérations de marchand de biens. Tu as des opérations où, quand tu apportes cette valeur-là de faire des travaux, c'est un type de marchand de biens. C'est pas que ça, il y a plein d'autres. Il y a la division, il y a du division de terrain, de bâti, etc. Il y a plusieurs types de façons de faire. Mais moi, j'aimais bien le côté rénovation. Parce que, de un, j'aimais bien le processus. Je trouve que c'est utile aussi, dans le sens où tu apportes une certaine valeur. Tu pars de quelque chose qui est brut, qui est dégueulasse. Ouais. Toi, avec tous tes partenaires, avec ta vision des choses, tu arrives à un produit fini. Tu es utile. Tu apportes quelque chose à la société, tu apportes quelque chose aux gens. Alors évidemment, derrière, c'est rémunérateur. Mais moi, ça me correspondait plus que le côté certains vont me dire, mais où tu as besoin de faire que de l'administratif. Moi, j'accordais beaucoup plus d'intérêt à apporter vraiment de la valeur dans les opérations de marchand de biens. Donc, c'est des opérations que généralement je préfère.
Donc là, C'est pas les plus simples forcément, mais c'est ce que je préfère. Donc là, t'avais combien Tu l'as fait en fonds propres, la première OP? La première OP, non, toujours Avec par le levier. J'étais passé par une banque qui m'avait déjà financé 2 opérations, mais deux colocs que j'ai toujours. Mhm. Et elle m'avait fait un prêt classique, parce que généralement, en marchand de biens, tu as 2 types de prêts. Tu as des prêts marchands de biens où généralement, c'est cela. Là, j'étais passé par un prêt classique, amortissable, comme un prêt immobilier sur X années. Je sais, c'est très très rare, mais avec lui, c'était passé. Mais c'est pas la norme. Généralement, c'est des prêts marchands de biens. On pourra peut-être aller dans le détail, mais un prêt amortissable. Et c'est comme ça que j'ai fait une première opération. Il m'avait demandé peut-être 15 ou 20% de l'opération. Et voilà. Et donc le premier bien, c'était quoi alors? Alors, le premier bien que j'ai acheté en marchand, c'est un appartement de 53 mètres carrés. Ouais. 53 mètres carrés, donc dans son jus. Et l'atout de cet appartement, c'est que on pouvait, au niveau des combles, on pouvait récupérer un peu de surface. Alors, pas beaucoup en surface carrèze, mais une surface suffisamment conséquente en surface au sol. Tu vois la différence entre carrèze et surface au sol. Et donc, c'était un des plus de cet appartement, c'est que on pouvait démolir le plafond et récupérer de l'espace pour faire... on a récupéré à peu près 25 ou 30 mètres carrés au sol. Et belle hauteur sous plafond, donc on a fait un beau produit. Et c'est comme ça que j'ai commencé avec le marchand. En parallèle, j'avais lancé une opération là d'achat-revente. Pourquoi c'est pas la même chose? Achat-revente, tu fais en nom propre. Ouais. Donc c'est différent. Et c'est la grange dont je te parlais, où ça je l'ai fait en nom propre. Donc une grange qui était dans l'état, qu'on a rénové complètement en maison habitable de 107 mètres carrés. Donc avec suite parentale, 3 chambres, 4 chambres au total, 2 salles de bain. Et complètement rénové, l'extérieur, la façade, fallait tout refaire, les planchers, la toiture, fallait la réviser, on a même refait les fondations, les semelles, etc. Donc ça, c'est arrivé plus ou moins en même temps. L'opération d'achat-revente en nom propre et l'opération de marchand où là, je suis vraiment en société. Ok. Généralement, les délais pour entre l'achat Très bonne question. et la livraison. Très souvent, on croit que ça se fait super rapidement, en 6 mois. Non, ça serait trop simple. Ça serait beaucoup trop simple. La plupart du temps, ça va dépendre des projets. Parce que déjà, il faut trouver l'opération. Quand je dis trouver l'opération, c'est faire les visites, commencer à faire des offres, etc. Ça peut prendre du temps. Ensuite, il faut trouver le financement. Ensuite, les travaux. C'est pas pareil si c'est un studio et si tu rénoves une grange. Ouais. Donc, en fait, il ne faut pas se dire que quand tu vas faire une opération d'achat-revente ou de marchand de biens, tu vas récupérer ton argent très rapidement. Parce que même une fois que tu as fini les travaux, il va y avoir la commercialisation du bien. Quand tu vas vendre le bien, mais tu ne vas pas le vendre forcément tout de suite. Hein? Regarde, par exemple, je vais te donner un exemple très concret. La grange, quand j'ai signé chez le notaire officiellement l'acte authentique, on était en février 2022. Les taux étaient à combien en février 2022? Tu te rappelles ou pas? Pas du tout. Pas du tout. On était plus ou moins à 1,5%, 2%. 1,5%, 2%. Donc moi, je fais mes travaux pendant toute l'année 2022. Mais qu'est-ce qui se passe vers fin 2022, vers la rentrée 2022 et puis 2023? Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi? C'était plus Covid là? Non, c'était plus Covid, mais les taux ont augmenté. Dis-moi. Les taux ont augmenté. Ouais. Donc forcément, toi, tu fais ton opération en te basant sur un taux auquel toi, tu as acheté. Mais si un an après, les taux on passe de 1,5 à 3, c'est pas la même chose. Parce que la personne qui, elle, derrière, va acheter, elle a perdu du pouvoir d'achat. Elle a perdu 10, 15, 20% de pouvoir d'achat. Et donc, le prix auquel tu as pensé quand tu as lancé ton projet, tu vas peut-être pas le vendre avec ces conditions qui ont changé. Ouais. Tu vois le truc? Et moi, c'est ce qui s'est passé avec Mahon. C'est-à-dire que la plus-value que je m'étais dit, je ne l'ai pas faite. Alors, j'ai fait de la marge, hein, je ne vais pas à plaindre. Mais je n'ai pas fait la plus-value que j'avais prévu de faire. Parce qu'il y a eu des événements macro qui ont fait que tu voulais vendre à 265, mais là, c'est compliqué, les gars. Ils ont moins d'oseille, ils ne peuvent plus se financer pareil qu'avant. Les taux, maintenant, sont à 3. On fait comment? Ouais. Donc, tu l'avais acheté à combien? Tu l'as vendu à combien? La grange, je l'avais acheté à 45, négocié à 45 000 € brut. J'ai fait 100 000 € de travaux. Alors là, les gens vont me dire 100 000 € de travaux. Je ne sais pas si tu mets des images ou des inserts dans tes trucs. C'est parce que c'est vraiment des gars avec qui j'ai l'habitude de travailler. On travaille en bonne intelligence. Et je sais que ce n'est pas les prix du marché en général. Mais pour faire cette grange-là, j'en ai eu pour 100 000 €. Et ensuite,
j'avais commencé à mettre le prix de vente à 265 000 euros. Ok. J'avais eu quelques touches. Quand j'ai mis en vente, on était en octobre, novembre 2022, à faire des travaux. J'avais eu quelques touches, des personnes qui ont fait des prix un peu plus bas. Mais à cette période-là, il y a l'ego qui parle aussi. Et je me suis dit, attends, j'ai fait quand même tout ça de travaux, il s'est passé tout ça, le produit il est bien, etc. Comment ça, on me fait des propositions à moins 15 000, après, là, etc. c'est C'est l'ego, c'est les émotionnel voilà. aussi, ouais. Et c'est ton premier bien. oui, parce que ça arrive plus ou moins au même moment. Et l'erreur que j'ai faite, et que je reproduis plus aujourd'hui, c'est que maintenant, si en face de moi, il y a quelqu'un qui a un bon profil bancaire, qui me fait une offre que j'estime même un peu basse, j'y vais. Je préfère vendre un peu plus rapidement et avoir un peu moins de marge que d'essayer d'attendre deux personnes qui vont mettre le prix pour avoir tel montant de marge. Et ça, c'est une erreur que certaines personnes peuvent faire. Et c'est pour ça qu'il faut très bien acheter quand tu fais des opérations de marchand de biens. Parce qu'il faut penser à cet élément-là que tu ne contrôles pas tout. Tu peux effectivement faire des études, aller sur DVF, regarder toutes les ventes qu'il y a eu, demander à des agents immobiliers, regarder sur Le Bon Coin, etc. Tout ça, on connaît. C'est la réalité. Mais il y a la réalité du terrain, c'est que toi, tu décides de vendre à 250 000 euros, mais peut-être que le marché, il te dit non, toi, ton bien, c'est 235. On fait comment? Non, c'est 260. C'est 250 000. Ben non, c'est 230. C'est 230. On y va ou pas? Et c'est ce qui m'a fait perdre beaucoup de temps, parce que j'ai refusé des offres à 235, à 240, par émotion, égo. Et au final, j'aurais dû accepter parce qu'au final, j'ai pas vendu à ce prix-là. Tu l'as vendu à combien? J'ai vendu à 210, pour te dire. J'ai pris quand même une bonne marge, si je fais les calculs. Mais voilà, ça c'est la réalité. Et c'est de se dire qu'il ne faut pas croire qu'on va vendre au prix auquel on nous a dit. Non, c'est pas vrai. Des fois, il y en a plein qui sont tombés pendant la période de 2023-2024 où les taux là, sont montés à 4, 4,5, 5. Tu as plein de gens, de marchands de biens, qui ont des biens qui ont mis plusieurs années à se vendre ou qui sont toujours en stock. Parce qu'ils avaient fait leur opération sur base de 2022 et pas sur les nouveaux taux. Donc il y a ça aussi à prendre en compte quand tu fais du marchand. Il faut se dire ce ne sera pas forcément ultra rapide. Ça peut être du 6 mois. J'ai fait des opérations, j'ai fait des flips, comme je te disais, vraiment flip pur et dur, où tu achètes parce que voilà, un agent immobilier que tu connais bien, il t'a mis sur un coup et tu revends. Mais c'est très très rare ça. Ça, tu peux pas baser ton business plan de marchand de biens sur ce type d'opération. C'est très rare. Et tu vois cette petite erreur. Ouais. Comment maintenant tu minimises ces erreurs-là, du coup? Je suis intransigeant sur la négociation. C'est-à-dire que quand je m'intéresse, je ne cherche pas à faire du volume. Je préfère me sécuriser sur le prix d'achat. Parce que c'est à l'achat que tu fais des opérations. Donc il y a plein d'opérations. Je vais tenter des prix. Ça va pas passer. C'est OK. Mais je sais que je me lance pas dans un truc où je me dis OK, là j'ai été moins rigoureux et j'accepte de payer ce prix. Mais du coup, à la revente, je vais devoir... je serai stressé parce que non. Moi, je préfère extrêmement bien acheter. Et je sais qu'à la sortie, même si je dois baisser mon prix de 10-15%, j'ai ma marge. J'ai ma marge qui est intéressante. Donc aujourd'hui, je suis vraiment intransigeant sur le prix d'achat. Je te fais une offre bien construite. Je te dis que voilà, et plus sur des opérations, je me lance parfois sans condition suspensive de prêt, parfois même en fonds propres. Je dis, après on doit laisser. Tu veux pas? J'ai pas commencé à batailler. Ah mais je peux augmenter un peu. Non, ça passe pas, c'est que c'était pas la bonne. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus intransigeant sur le prix d'achat. Ok. Et donc, ta plus grosse galère en LCD, donc avec un voyageur ou autre, et ta plus grosse galère en achat-revente? Alors, en LCD, il y en a plusieurs. Je pense qu'on a tous entendu des galères, des types de profils qui font un peu le bordel. Mais j'ai envie de raconter une petite histoire qui m'est arrivée, qui est intéressante en location courte durée. C'était à peu près il y a 2 ans. À l'époque, je passais pas par des channel managers. À l'époque, j'estimais que voilà, c'était encore gérable avec juste Airbnb, Booking et le fait de les liens ICAL qui relient les deux. Ça marchait correctement. Et on travaillait avec une on va dire équipe ménage plus, on va dire limite conciergerie. Okay. Donc ça se passait bien, elle coûtait pas trop cher en plus. Le rapport qualité était bon. Et ce qui s'est passé, c'est que un jour je regarde sur mon téléphone, parce que même si c'est pas moi forcément en direct qui va tout regarder, je regarde quand même mon téléphone tout le temps, regarde les plannings, je vois ce qu'il y a. Et je vois que dans tel logement, c'est bloqué.
Il y a 2 jours, c'est bloqué. Bon, je fais pas forcément attention. Je me dis, c'est un bug d'Airbnb, c'est un bug de Booking. Ça peut arriver. Je fais pas plus attention que ça. Et puis, je revois une semaine ou 2 après. Il y a 3 jours qui sont bloqués. Je demande à madame, mais attends, c'est toi qui as bloqué les dates pour... Elle me dit, non, c'est pas moi. Je demande à la conciergerie du coup qui avait accès à ces éléments. Je dis, c'est toi qui as bloqué le calendrier? On me dit, ah non, c'est pas moi. Je dis, c'est bizarre. J'appelle Airbnb, j'appelle Booking. Je dis, mais je sais pas, il y a l'impression qu'il y a un problème dans la synchro, mais je vois que les calendriers sont bloqués. Ils me disent, non, monsieur, des fois que tu es avec Airbnb, tu les appelles et ils te disent, faites l'opération au téléphone. Je suis là, je dis, regardez, là, pouf, ils me demandent de déverrouiller la date. Je déverrouille la date. Je dis, là, ça marche. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je reviens quelques temps après et je vois c'est bloqué. Je dis à madame, il y a un truc bizarre. Je dis, il y a un truc bizarre, je me souviens, c'était un dimanche. Je dis, il y a un truc bizarre, je vais aller à l'appartement. Je vais à et tu sais, quand tu arrives dans ces moments-là, tu dis, tu sens, tu sais qu'il y a un truc. Il y a un truc, il y a une tension qui monte dans ton cerveau. Tu dis, là, c'est bon, je vais y aller, je vais tout péter, etc. Il y a un truc qui va pas. Donc, je vais à l'appartement. Donc, c'était un rez-de-chaussée. Il faut faire un code pour rentrer dans l'immeuble. Et donc, je rentre dans l'immeuble. Je fais Putain. Personne répond. Je rappelle la concierge, la fille, je dis, il y a quelqu'un dans le logement ou elle me dit, non, il n'y a personne. Je dis, mais c'est quoi ce délire? Tu n'avais pas la clé? Non, j'avais la clé, mais je voulais. Je sais pas sur qui je vais tomber. Mais si c'est bloqué. Ok, d'accord. Au début, personne ne répond. Je vois, il y a une dame qui descend de l'immeuble. Elle dit, ah, c'est vous le propriétaire du logement? Je dis, ouais. Elle me dit, oui, ils ont fait la fête. Oh là, c'était le bordel, etc. Je dis, non, c'est vrai, c'était qui? Il me dit, ah, je sais pas, mais pendant 2 jours, ça n'a pas arrêté. Je fais le tour de l'immeuble parce que la chambre donne vers l'extérieur. Donc, je peux y accéder. Mais je vois qu'il y a les volets qui sont fermés. Mais je tape, je dis, putain, ouvrez, boum, 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 boum. Toujours pas. Je dis à madame, appelle la police parce que y a un truc bizarre. Il y a des gens dedans à l'intérieur. Je dis, appelle la police, etc. Je reste devant l'immeuble, ça rentre. Ils ouvrent pas. La police arrive et là, franchement, c'est très rare. Hein, mais ils sont arrivés au bout de pas longtemps. Ils étaient pas loin parce qu'il y a un poste de police pas loin. Ils sont arrivés. Ouais, papa, police, ouvrez. Et là, il y a une jeune femme qui ouvre la porte. Moi, je regarde leur tête. Je me sens pas bien vieux, ces gens-là. Je dis, mais limite, est-ce qu'ils sont même majeurs? Et il y a 2 meufs, 2 gars. Le gars, c'est sûr, il est pas majeur. Un des gars, il est pas majeur. Il est jeune. Et elle me dit, oui, vous êtes? Je dis, c'est nous qui gérons l'appartement. Vous êtes qui? Elle me dit, on a réservé le bien. Je dis, comment ça, vous avez réservé le bien? Elle me dit, oui, on a réservé le bien avec... Elle me donne un nom. Je dis, vraiment? Elle me dit, oui. Et puis elle monte son téléphone, elle me dit, regardez les messages. Et là, je commence à capter. Il y a un autre mec et je dis, non, en fait, ce qu'elle avait fait, c'est qu'elle avait bloqué les dates pour elle sous-louer à ces personnes-là. Qui avait bloqué les dates? La personne qui gérait nos biens. Ok. Elle bloquait et en fait, elle parlait par... Parce que je voyais les messages, elle me disait, ouais, là, c'est bon. Mais tu l'as eu au téléphone, elle disait non. Elle est obligée de nier. Elle n'allait pas me dire oui. Ouais. Et là, quand la fille m'a montré son téléphone et que je voyais les échanges WhatsApp avec elle, ouais, là, c'est bon, pendant 3 jours. Parce que la fille lui demandait, ouais, est-ce que tu peux me trouver un logement 3 jours pour fêter l'anniversaire de mon copain et tout, nanana. Et elle disait, ouais, c'est bon, là, j'ai bloqué les dates, etc. Et c'est bon, le logement, il sera pour vous ce week-end. Et en fait, elle faisait de la sous-location de sous-location. J'ai dit non. Et donc après, les policiers, tu vois, ils sont tous lazy, ils sont tous... je sais pas ce qu'ils ont fait, bref. Ils me font sortir. Et là, j'appelle madame, je lui dis, voilà, je lui dis ce qui s'est passé. On l'appelle, je crois, le jour même, ou je sais plus, dans demain. Elle fait, je suis désolé, je voulais aider. Je crois que c'était plus sa cousine ou un membre, bref, un proche. Et ça, c'était une histoire qui m'avait fait flipper parce qu'en fait, quand tu te dis c'est de la sous-location professionnelle, c'est que c'est pas ton logement, c'est le logement d'un propriétaire. Donc, tu es quand même responsable. Ouais. Et tu te dis, putain, il y a qui dans le logement? C'est chaud. Et en fait, tu as l'adrénaline qui monte.
Et non, mais j'étais. En plus, tu sais pas sur qui tu vas tomber. Mais moi, j'étais prêt là, en découte. Je savais pas sur qui j'allais tomber. Mais tellement t'as l'adrénaline, la peur. Et en fait, bah, c'est elle qui proposait à des gens autour d'elle. Et elle prenait son petit billet. Et voilà. Incroyable. Incroyable. Et ça, c'est une histoire qui m'avait marqué quand même. Je me suis dit, ah ouais, les gens sont. Et donc, pour l'achat-revente, plus grosse galère? Alors, l'achat-revente, c'est toujours dans la première opération. C'est comme quoi, souvent, c'est souvent dans les. Au moins, ça forge. Ouais, ça forge. C'est que l'erreur que j'avais faite, c'est que, en fait, c'est une copro. À la base, c'était une grande maison. Cette maison a été divisée en 4 lots. Et nous, on avait pris un des appartements au premier étage qui donnait justement vers les combles que je t'ai dit. Okay. Et l'erreur que j'ai faite, c'était de ne pas verrouiller avec l'agent immobilier que la partie comble faisait partie de la copro ou c'était vraiment adossé au lot qu'on achetait. Lui me disait non, c'est adossé au lot qu'on a acheté. Vous inquiétez pas, les autres copropriétaires n'ont pas de lien avec ces combles. C'est à vous. Sauf qu'au final, on s'est aperçu qu'il fallait l'accord de tous les copropriétaires pour que je puisse avoir ces combles. Sauf que nous, on avait déjà fait les travaux. C'était aménagé, c'était tout propre, on n'allait pas démolir. Et donc, on a dû passer par la notaire pour pouvoir trouver des arrangements avec les autres copropriétaires. Et au final, on a trouvé un arrangement à ce niveau-là. Mais ça aurait pu, clairement, si on était tombé, et c'était un peu compliqué, il y en a un, il voulait un peu nous mettre des bâtons dans les roues, mais on aurait pu tomber sur quelqu'un de vraiment très très chiant, qui nous dit, bah non, ça appartient à la copro, moi j'ai pas envie, vous cassez. Et là, ça change tout, ça change tout le projet. Parce que forcément, tu vends un appartement de 53 mètres carrés, en bas et c'est tout, c'est pas la même chose qu'un appartement de 53 mètres carrés avec un escalier où tu as un accès au comble et 30 mètres carrés de surface au sol. C'est pas du tout, tu vends pas la même chose. C'est pas les mêmes surfaces, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, c'est des petits problèmes comme ça administratifs où il faut faire très. En fait, l'agent immobilier, on le sait, hein, mais faut pas écouter 100% ce qu'il te raconte. Toujours vérifier derrière, surtout quand on est dans des copros comme celle-ci. Ok, est-ce qu'il y a des servitudes de passage? C'est des endroits où en fait tout le monde peut. T'es pas le seul à avoir accès à ce passage. Est-ce que ça appartient à tel lot? Est-ce que ça. Il faut vraiment bien verrouiller ces éléments-là parce que ça peut te mettre des fois dans des histoires où t'es fautif. Et comme t'es censé être professionnel, voilà. Ça, c'est des petites erreurs. Ça peut être une grosse erreur que j'ai pu faire. Au final, ça s'est arrangé. On a perdu un peu de plume parce que avec les voisins, on a perdu du temps sur la négo, etc. Et ouais, ça, c'est des éléments. En marchand, faut faire très attention. Sur la partie vraiment administrative, juridique, géomètre, etc., les lots, ça appartient à qui, etc. Ok, ben justement, tu bascules directement sur la prochaine question. C'est donc en LCD, les erreurs à éviter, ce qu'il faut mettre en place, et en achat-revente, les erreurs à éviter. En LCD, l'erreur que je vois, c'est les gens qui veulent lancer cette activité sans professionnaliser le process. C'est-à-dire, ils se disent, bon, j'ai un ou deux biens, je suis tout seul, je peux gérer. Ouais. Tu vas t'essouffler au bout d'un moment. Et même si tu veux évoluer derrière, ce sera compliqué. Donc, je dirais, il faut se professionnaliser. Comment se professionnaliser? Mets ta tête vraiment à un moment, toi, ou je sais pas si vous êtes deux, peu importe. Donc, comment ça fonctionne Booking? Comment ça fonctionne Airbnb? Et regarde régulièrement, avant de déléguer. Parce que Airbnb, Booking, ça change. Les plateformes changent. Par exemple, Booking, ils veulent pas prendre certaines cautions. Donc, il faut que tu sois au courant que Booking, ça prend pas les cautions. Il faut passer par une autre société ou voilà, pour pouvoir sécuriser ton bien, etc. Et tout le temps, il y a des changements. Donc, je pense qu'il faut faire un travail déjà de se dire, je regarde un peu comment ça fonctionne. Ensuite, il faut te dire, ok, là, je travaille avec peut-être une femme de ménage. Ça se passe bien. Mais vois plus loin. Dis-toi que cette femme de ménage, peut-être, elle sera malade. Ouais. Peut-être, elle va te lâcher. Peut-être, vous allez vous embrouiller. Peu importe. Ouais. Il faut que dans tes contacts, tu as une longueur d'avance. On est investisseur. Il faut que tu aies toujours une longueur d'avance. Donc, et plusieurs contacts de femmes de ménage et ou conciergerie, d'artisans aussi. Il faut que tu aies plusieurs contacts en te disant que voilà, s'il y a des mères qui arrivent, avec un tel, ça se passe pas bien, mais j'ai l'autre. Donc, déjà, s'entourer. Tu vois que là, on part d'un truc où je suis tout seul à un truc où j'essaye d'agrandir mon cercle et de professionnaliser les choses pour s'il y a des problèmes. Ensuite,
à un moment donné, je trouve que c'est intéressant de déléguer à une assistante toute la partie opérationnelle, les échanges avec les clients, s'il faut appeler. Nous, par exemple, elle va gérer. Donc toi, c'est madame qui... Non, je l'aurais pas appelé mon assistant. Mais toi aussi, quand même. Non, c'est vraiment une personne qu'on a démarchée et qui travaille pour nous. C'est un prestataire. C'est une assistante virtuelle. Non, c'est une personne physique. Alors, elle travaille pas forcément avec nous physiquement, mais c'est pas une IA. C'est pas une IA, c'est une personne physique. C'est une personne physique. Et ça, je trouve que c'est bien de travailler avec ce type de profil parce que ça va te décharger de la partie opérationnelle. Les liens qu'il y a à faire avec les équipes ménage. Parfois, les clients demandent certaines choses. Hop, elle va se mettre en relation avec les équipes ménage. Elle va regarder tous les plannings, voir si tout fonctionne bien. Toute cette partie un peu chronophage opérationnel, c'est bien de la déléguer à une personne. Et pour pouvoir faire en sorte que cette transition se passe bien, utiliser des outils. Nous, on utilise Notion. Je ne sais pas si tu connais un peu Notion. C'est très bien pour pouvoir bien cadrer les choses. Voilà, c'est très intuitif. Et en fait, nous, on a une Notion qui est remplie, mais vraiment, dès qu'il nous arrive quelque chose d'un peu nouveau ou c'est quelque chose qu'on n'a pas eu l'habitude de gérer, on va le mettre dans le Notion, de sorte à ce que le Notion soit ultra complet. Et si on veut travailler, par exemple, l'assistante, elle ne veut plus travailler avec nous. L'autre personne, voilà, on a le process. Tu as tous les sujets, tu as tous les logements, tous les codes, tout ce qu'il y a à savoir sur notre activité, sur les logements. C'est dans le Notion, tu as accès, la transition peut se faire de manière plus fluide. Ok, c'est cool ça. Et ça vient avec le temps, c'est toujours perfectible, mais pour moi, c'est ce qu'il faut faire quand tu veux commencer vraiment à professionnaliser avec plusieurs logements. C'est, voilà, tu trouves une assistante et il faut que tu aies un process, comme dans beaucoup d'entreprises. La plupart des entreprises, elles ont des process. Enfin, généralement, celles qui fonctionnent bien, elles ont des process. Tu viens d'arriver, il y a des process qui vont te permettre d'avancer plus vite, et tu n'as pas besoin à chaque fois de répéter, etc. Et justement, ça me fait penser à un livre qui expliquait ça exactement, qui disait les entreprises qui fonctionnent le mieux, il faut que tes process soient tellement bons que tu pourrais le faire, que n'importe qui pourrait prendre la place du précédent. Quoi. C'est exactement ça, parce que, en fait, c'est naturellement, par exemple, tu vas trouver une personne, voilà, tu vas faire quelques mois avec, ça se passe mal, il faut repartir, retéléphoner, lui expliquer le truc. Tu vas devoir faire un appel téléphonique normal de 20-30 minutes avec la personne pour lui présenter un peu ton activité. Mais si après, tu dois encore lui réexpliquer comment ça fonctionne Booking, comment ça fonctionne tel logement, là c'est tel code, là c'est tel serveur connecté. En fait, c'est long, c'est chronophage. Ouais. Alors que si tu fais ce travail qui est chiant, de structurer, de processer, je sais pas si ça se dit, l'ensemble, c'est chiant au début. C'est un peu comme l'immobilier en fait. Au début, c'est chiant, tu vas faire des biens, mais une fois que les locataires sont en place, ça va, c'est un peu plus... là, c'est un peu le même système. Ça va être chiant pour faire le process, pour remplir le Notion, pour tout ça. Mais une fois que c'est fait, tu vas gagner du temps. Faudra que tu me montres. Hein. Non, on le vend, ça. Mais ouais, ce process, on sait que c'est important pour les gens. Et pour nous, c'est game changer, effectivement, d'avoir ce Notion. Après, je dis Notion, j'aurais pu donner d'autres marques d'outils qui fonctionnent comme ça. Mais c'est Notion qu'on utilise et c'est très pratique quand tu travailles avec d'autres personnes. Ok, franchement, c'est cool parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui m'ont parlé. J'ai jamais entendu parler de ça du coup. Comment tu organises tes deux sociétés? Est-ce que tu es en SCI, holding? Comment ça se passe? La plupart de mes biens locatifs sont en nom propre. Ok. Donc en nom propre, en LMP, loueur meublé professionnel. Donc je suis LMP depuis peut-être 6-7 ans maintenant. Donc ça, c'est pour les biens locatifs. Ensuite, en société, il y a 4 structures. Il y a AG House. AG House, principalement de la sous-location professionnelle, de la formation, de l'accompagnement, de l'apport d'affaires. Donc ça, c'est une société. Fille. À côté, j'ai ma société de marchand de biens. Marchand de biens. À côté encore, j'ai une société civile immobilière. Où là, je fais des investissements immobiliers, mais en société. Et au-dessus, j'ai une société mère, une holding. Ok. Et donc, comment tu gères les flux de trésorerie Pour le moment, on va dire chaque société se gère elle-même, se suffit à elle-même. Mais l'idée de cette structure, c'est de me dire, voilà, par exemple, en marchand de biens, il y avait des moments où c'était un peu plus down. Je me dis, si sur AG House, ça fonctionne bien, je vais faire transiter via des conventions de trésorerie pour pouvoir, entre guillemets, renflouer les caisses et repartir sur un autre projet. Ou à l'inverse, tu peux avoir des moments où AG House, c'est moins bien, mais la société de marchand de biens, tu as fait une bonne plus-value. Voilà, il y a de la trésor. Je vais aider un petit peu AG House. En fait, c'est dans cet objectif-là
que j'ai créé cette structure-là, en fait. Donc, le must à faire ou à avoir pour toi, pour ces secteurs-là, ce serait quoi? Qu'est-ce que le must à quel niveau? À faire ou à avoir là, en termes de, peut-être, est-ce qu'il faut beaucoup de trésorerie? Est-ce qu'il faut un mindset spécial? Ce serait quoi? Déjà, la trésorerie, elle te servira toujours. Peu importe l'activité, Déjà. ça te servira toujours. L'état d'esprit, mais ça aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, à partir du moment où tu veux entreprendre, et que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, il faut avoir un état d'esprit de conquérant, un état d'esprit de je veux aller de l'avant, je veux avancer. Sinon, c'est un peu compliqué parce que toutes les galères que tu vas avoir, si tu n'as pas un état d'esprit solide de spartiate, de guerrier, ça va être dur. Ça va être dur pour toi d'entreprendre. Et donc oui, il faut les deux. Je dirais, il faut également être quelqu'un de humble et curieux. C'est-à-dire que va voir, échange avec des gens qui font les choses, qui les font bien. C'est pas que du marketing, qui les font bien, tu vois que c'est solide. Et approche-toi de ces personnes-là. Pose-leur la question, va boire un verre avec eux s'ils acceptent, ou va faire des séminaires, peu importe, mais entends-toi des gens qui sont là où tu aimerais plus ou moins être. Parce que tu vas toujours apprendre une information, un petit truc, tu te dis, ah ouais, ça j'y ai pas pensé, regarde quand tu m'as dit le Notion, tu connaissais pas. Ouais. Ça c'est une petite information, mais tu vas te dire, ah ouais, et c'est très souvent comme ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours à apprendre des gens. De tout le monde, tu vas toujours apprendre. Donc ne te dis pas, ah je sais, c'est bon, j'ai avancé, je connais. Non, tu connais rien. Tu connais rien, tu apprends toujours. Donc, garder ce côté, je trouve, curieux, humble, tu vois. Pas, je suis déjà arrivé. T'es arrivé nulle part, en fait. T'es qui? T'apprends toujours des gens. C'est vrai. Donc ça, je trouve que c'est important à garder. Et puis après, t'as parlé, la trésorerie, c'est quand même important. Le mindset, t'en as parlé. C'est de bien s'entourer. Ça c'est important aussi, parce que il faut de l'énergie, il faut de la niaque au quotidien pour entreprendre. Et on est, surtout en France, on n'est pas toujours bien entouré. Quand je dis bien entouré, ça ne veut pas dire que les gens sont mauvais. Attention. Ça veut dire que il y a souvent cet état d'esprit assez pessimiste. La vie c'est dur, ça c'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais non, comme tu es sûr ça, tu vas y arriver. Ah, mais moi je connais un tel, il a fait ça, il a eu ça comme ça. Tu as beaucoup ça, je trouve, dans l'environnement. Et si tu es trop entouré de ce type de personnes, ça peut déteindre sur toi aussi. Ça ne veut pas dire que ces gens sont mauvais. Mais c'est juste peut-être sur la partie entrepreneuriale où tu as besoin d'énergie, tu as besoin de positivisme, tu as besoin de gens qui te tirent vers le haut. Il faut faire attention aussi avec qui ton entourage, bien le filtrer aussi. C'est important. Et en termes de rentabilité, lequel des secteurs te rapporte le plus? Oui, le plus performant. C'est une bonne question. En fait, les deux activités sont totalement différentes. C'est ça. Parce que la location courte durée, là je voyais, il y avait une notif, tu as des revenus quasi tous les jours. Ouais. Quasi. Donc c'est tout le temps, dans l'année. En marchand, tu peux faire une année où tu n'as rien. Et une année où tu vas prendre 100 000, par exemple. Tu vois. Et donc c'est difficile de dire lequel rapporte le plus, parce que c'est tellement différent. Pour moi, c'est complémentaire. En fait, il faut voir les choses. Et pourquoi j'ai créé cette structure, je trouve que c'est complémentaire. Le marchand de biens, pour avoir des fois des grosses forces de frappe, mais qui arrivent peut-être pas régulièrement dans l'année. En tout cas, j'aspire pas forcément à faire, je leur connais qui font des opérations de marchand de biens, 10, 12, 15 opérations dans l'année. C'est pas encore là. Mais de manière générale, c'est quand même moins récurrent que les revenus de la location courte durée. Donc, moi, je dirais les deux sont complémentaires. N'essaye pas de me dire lequel je préfère. Si je préfère marchand de biens ou location courte durée, je dirais ça dépend des périodes. Moi, j'aime bien les deux. En fait, j'essaie de voir un peu le business comme une table. Cette table, regarde, il y a quoi? Cette table, elle a combien de pieds? Elle a 4 pieds. Si tu lui mets un seul pied, elle peut tenir, mais elle peut aussi tanguer rapidement. Alors que si là, tu dis, là, ça c'est marchand de biens, ça c'est location courte durée, ça c'est ceci, ça c'est cela, la structure est solide. Et moi, c'est comme ça que je vois un peu le business, c'est qu'il faut plusieurs activités pour avoir sa sérénité. C'est comme ça que je vois les choses, et jusqu'à aujourd'hui, des fois les gens me posent la question, tu préfères location courte durée ou marchand de biens? Arrête, laisse-moi. Je fais les deux. Je préfère. C'est bien. Bah écoute, on va basculer sur le petit moment, la petite partie quiz. Vas-y. La petite partie quiz où tu dois me donner une seule réponse et rapidement. Wow, si tu pouvais me donner une petite explication derrière, bah écoute, c'est parfait. Donc, si tu devais choisir un deal risqué. Un quoi? Un deal risqué. Ouais. A. Ce serait un immeuble pourri avec un potentiel énorme, mais un risque que le bien s'effondre sur toi. Okay. Ou B, un bien rentable sur le papier, mais avec un gros flou juridique qui pourrait te ruiner.
un bien rentable sur le papier avec un flou juridique. Ou un immeuble pourri avec un potentiel énorme. Non, le premier. Ok. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis à l'aise avec les travaux. Et comme j'en ai fait pas mal, je suis plus à l'aise avec ce risque-là. Ok. Deuxième question, si tu devais choisir entre ces galères. A, une LCD squattée par un locataire indélogeable. Ouais. Ou B, découvrir un vice caché qui fait exploser ton budget travaux. 2. Donc le vice caché? Ouais, je préfère parce que le locataire que tu peux pas déloger, on est en France. C'est compliqué. Et donc du coup, je trouve que si tu as un locataire qui est là et qui veut te créer des emmerdes, ça peut être très très chiant en France. Ça peut être très très chiant, ça peut vraiment te bloquer, te pourrir une rentabilité, ça peut te pourrir, te dégoûter de l'immobilier. Dans le deuxième cas, moi je suis plus à l'aise avec. Je serais plus à l'aise avec. Parce que je me dis, ok, je vais devoir débourser un peu plus en travaux, mais je maîtrise un peu plus la situation. Ouais. Je maîtrise un peu plus la situation. Alors, il y en a, ils vont te dire, oui, bon, tu peux déloger les gens comme ça. Ouais, bon, c'est pas forcément très éthique. Mais je serais plus mal à l'aise de me dire, je vais devoir déloger peut-être une famille. Il y a un côté un peu humain aussi. Il y a un côté où je suis moins à l'aise. Alors que la partie que, oui, voilà, je dois renflouer mes caisses, débourser. C'est la vie d'entrepreneur. Je dois débourser 10-15 000 euros. Ça va me faire chier, mais je suis plus à l'aise avec ça que le fait de gérer de l'humain, déloger les gens, etc. Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, la prochaine, si tu devais tout recommencer. Oh. Tenter un deal ultra risqué, mais qui peut te rendre millionnaire en 1 an. Ou construire lentement un empire immobilier. Allez, deux. Je veux même pas la suite. Ça n'existe. Enfin, moi, je vois pas. En fait, je vois pas le processus d'enrichissement comme un processus rapide. Pour moi, tout se fait étape par étape. Dès que tu commences à me dire, je peux gagner beaucoup de l'argent rapidement, ça ne m'intéresse pas. Parce que tu ne peux pas gagner de l'argent rapidement et de manière pérenne. Ouais. Ça existe, c'est pas la norme. Généralement, les gens s'enrichissent petit à petit. Ouais. Quand tu vois les plus grandes richesses d'aujourd'hui, elles ont quel âge? Elles ont 20 ans, 25 ans? Non, généralement, elles ont travaillé pendant un moment pour ensuite arriver là où elles en sont. Ouais. Il y a toujours un process. Moi, je comprends que dans tout, il y a un process. Si tu ne respectes pas le process, il y a un moment, ça va péter. Donc, ton histoire de gagner des millions en 1 an, je prends pas. Ça m'intéresse pas. Je préfère le process tranquille. D'accord. Tu préfères gérer une LCD qui génère 10K par mois, mais avec des appels clients H24 et une logistique infernale, ou B, faire de l'achat-revente et encaisser 3K par mois, mais en bossant intensément sur quelques gros projets par an? Aujourd'hui, je te dirais le deuxième. À choisir, je te dirais le deuxième. Ok. Même si c'est un peu plus compliqué, mais après, il faut répondre. Ouais. Donc je réponds, je joue à ton jeu, je dirais le deuxième. Parce que mon temps est plus important. Okay. La gestion de mon temps. Et avant, tu aurais pris le premier? Ouais, peut-être. J'étais un petit peu plus fougueux. Fougueux, ouais. Ah, c'est ça. Hein. Quand on devient papa. Mais même, je te disais, avant ça, j'avais déjà cet état d'esprit le temps, c'est très important, c'est précieux. Oui, c'est bien le business, c'est bien, etc. Mais il faut aussi garder un peu de temps pour soi, pour les siens. Et avant l'immobilier, je suis une personne. L'immobilier, c'est une partie de moi. Mais ça ne me représente pas intégralement. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et le temps avance. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. On voit tous dans son entourage des gens qui, malheureusement, partent. Tu vois, moi, j'ai perdu ma mère en 2023. Ça a été quand même un choc. Et tu te dis que la vie, tu contrôles pas tout. Et faut aussi profiter quand même un peu de la vie, des bienfaits. Parce que des fois, tu perds les choses auxquelles tu t'y attends pas et c'est irréversible. Donc moi, je respecte le temps et j'essaye, même si c'est perfectible, de garder cet équilibre entre effectivement le business, l'entrepreneuriat, l'investissement, la création de valeur, l'argent, etc. C'est un levier important dans la vie d'un être humain, mais il n'y a pas que ça. Ton objectif principal en immobilier? A, un cash flow mensuel qui tombe quoi qu'il arrive, même si c'est du taf au quotidien, ou un gros chèque de 100K d'un coup, même si ça met des mois à se concrétiser, voire des années.
Alors, le premier, c'est du cash. Du cash flow mensuel. Mais pendant combien de temps? C'est du cash flow mensuel. Pendant, voilà, temps, ok. X temps, ouais. Ou l'autre, c'est un gros chèque de 100K d'un coup, mais qui met des mois, voire des années à se concrétiser. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'horizon temps des 100K, Ouais, c'est en ça. fait. Et le montant du cash flow aussi. Mais je dirais que de manière générale, je choisirais peut-être le premier. Le cash flow. Ouais, récurrent. Donc, ouais, on va arriver sur le dernier. Donc, si tu devais recommencer à zéro aujourd'hui, acheter un max d'appart Ouais. et tout mettre en LCD pour un cash flow immédiat, Mhm. ou faire des flips immobiliers agressifs pour monter un capital rapidement. Ah ah. En gros, si je partirais sur de la location courte durée ou du marchand de biens. En gros. Ouais, c'est ça, en gros. Si tu devais repartir à zéro. À zéro. Une bonne question. Si demain, boum, tu dois recommencer, il y a madame. Alors, je dois recommencer avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Ouais. Avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, Avec je partirais sur la deuxième option. Ah, tu ferais Je ferais des flips. du flip. Ouais, je ferais des flips. Ok. Mais si parce que je ferais des flips parce que faut dire aux gens, le flip est plus risqué que la location courte durée. Ouais. Non, il faut que les gens comprennent. C'est-à-dire que quand tu vas faire des flips, c'est des montants d'argent que tu mets. 20 000, 30 000 d'apport. C'est pas rien. Pour beaucoup de gens, c'est l'épargne pratiquement d'une vie. Ouais. Faut pas rigoler avec ça. Mais ça veut pas dire que tu mets tes 20 30 000 que le retour sur investissement est garanti. Et je connais des gens, ils ont raté des affaires en achat-revente ou en marchand de biens. Ces personnes-là ont fait des moins-values. C'est un risque réel. Je trouve qu'en location courte durée, le risque est plus faible. De ne pas rentabiliser ton apport. Et ça, faut le dire. Donc c'est pour ça que je dis, et je t'ai posé la question, avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, L'expérience. mais en sachant que, pour les personnes qui nous écoutent, les opérations d'achat-revente et de marchand de biens sont plus risquées que les opérations locatives. Ça, il faut le savoir. Et donc, dis-nous un peu sur ton process. Donc, si tu devais commencer. Qu'est-ce que je ferais? Tu te lèves le matin, boum, qu'est-ce que tu fais? Je ferais en sorte déjà de visiter beaucoup de biens Ok. et de me connecter avec des agents immobiliers. Voilà, en leur expliquant ce que je fais, voilà, j'ai envie de faire un tel type d'opération. Ça, c'est une première chose. Lier des liens avec des agences. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument faire parce que beaucoup des opérations, en tout cas une partie, pas toutes, peuvent arriver par ce biais-là. Oui, tu peux trouver sur le bon coin, sur l'objet, etc. Mais tu en as aussi beaucoup qui arrivent parce que tu as super bien matché avec l'agent immobilier et voilà, il te connaît un peu ou voilà, ça passe bien et il va te le proposer à toi. Ouais. Assez rapidement avant de le mettre en ligne. C'est pas 100%, mais ça arrive. Donc je dirais travailler son relationnel avec les agences. Après, en termes de trésorerie, j'ai quoi? C'est ce que j'allais te demander. On va dire, allez, 20K. 20K? Ouais. C'est pas énorme, 20K. C'est pas énorme, mais c'est pas énorme parce que dans la plupart des opérations que tu vas faire, à moins que tu sois dans des coins extrêmement reculés, 20K, tu fais pas beaucoup de choses avec. Hein. Donc, on va te demander généralement 20%. Ouais, c'est ça. En tout cas, si tu passes par le levier bancaire. Et c'était quoi la question, tu m'as dit? Si tu devais tout recommencer. Comment je ferais pas? J'ai que 20K? Ouais. Et j'ai pas d'expérience? Non, t'as ton expérience. Ouais. C'est simple. Là, je demanderais, je ferais des opérations, des contrats, ce qu'on appelle des contrats obligataires, avec des personnes pour qu'elles puissent mettre avec moi un peu de sous pour aller sur certaines opérations. Et tu chercherais quel type de bien? Alors, en premier, j'irais sur des petits projets où il y a juste de l'administratif à faire. C'est-à-dire, t'achètes, tu vas rediviser un peu, donc géomètre, toute la partie géomètre, notaire, etc. Voilà, il faut savoir le faire, mais c'est pas trop technique non plus. Je pense que j'irai vers ce type d'opération. Voilà. Okay. Il y a une petite maison, je veux la diviser en deux. Voilà. Il y a un immeuble qui est... voilà, il y a des compteurs à mettre, officiels. Et ben voilà, je vais passer par la mairie pour lui demander une division, ce qu'on appelle une division officielle, pour ajouter des compteurs et revendre. Pour que, par exemple, dans l'immeuble, il y ait vraiment 2, 3, 4, 5 lots distincts. Parce que des fois, tu trouves des immeubles où en fait, tu as l'immeuble, mais c'est pas, les logements ne sont pas séparés officiellement. Il y a 4 appartements, par exemple, à l'intérieur, mais si tu dois le revendre, tu dois revendre tout. Alors que là, l'intérêt d'un marchand de biens, c'est d'arriver
et de proposer de diviser légalement, juridiquement les 4 lots. Et comme ça, tu peux revendre lot par lot. Je pense que j'irai sur ce type d'opération. Après, Et tirer où? dans quel secteur? Ouais, quel secteur? Ça revient à ce que je te disais. Moi, j'irai pas trop loin d'où j'habite. Ok. Pas trop loin d'où j'habite parce que c'est là que tu vas pouvoir plus facilement te déplacer. C'est là que tu vas pouvoir plus facilement créer des liens avec les agents immobiliers. Donc, je pense que je passerai pas trop loin de chez moi. De mon environnement. Donc, ouais, division ou administrative, voilà, des opérations comme ça. Ça peut être de la réno aussi. Mais la réno, c'est peut-être un petit peu plus risqué aussi parce que tu as la phase travaux. Donc, tu as déjà géré l'humain, géré les équipes travaux. Ça peut bien se passer comme ça peut mal se passer. Mais ouais, je regarderai ces deux types d'opérations. Ok. Et sur la réno, j'irai sur des produits liquides. Quand je dis produits liquides, c'est des montants pas trop élevés. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, en France, les gens gagnent combien à peu près par mois? Tu sais ou pas? Et à peu près, je dirais du 2000-2005. Je dirais, le salaire médian, on est plus à, on va dire 1800-2000 euros. Ouais. C'est la moyenne. Ok. Donc, ça veut dire que la plupart des actifs peuvent acheter un bien, on va dire, avec les taux actuels, à moins de 130-150 000 euros. Donc, moi, j'irai sur des produits qui ne dépassent pas ces montants-là. Parce que je vais me dire, c'est des produits auxquels la plupart des gens qui sont actifs peuvent se permettre d'acheter. Ça, c'est important. Parce que si tu vas dans des opérations, effectivement, plus chères, c'est une autre type de clientèle, mais tu réduis ta base de potentiel acquéreur. Alors que si, par exemple, tu fais un produit à moins de 100 000 euros, ça touche tout le monde. Un produit à 100 000 euros, ça touche la personne qui veut faire un investissement locatif, la personne qui veut vivre tout seul, le couple qui veut vivre à l'intérieur. Tu vois, tu touches beaucoup plus de personnes. Et c'est généralement plus liquide parce que c'est des montants qui sont à la portée de pas mal de gens. Donc j'irai sur des opérations avec des montants assez raisonnables. Ok. Donc là, je crois que tu nous as tout donné du coup. Écoute, Ça y est. On doit le payer aussi, ça ou... Ah On doit le payer aussi, ça? Ah non, je continue à prendre. Si tu as d'autres choses, il n'y a pas de problème. J'envoie. D'accord. Et donc, t'es focus sur quoi en ce moment? Alors, en ce moment, je suis plus focus sur trouver des opérations de marchands. Mais là, maintenant, je suis sur des typologies d'opérations assez différentes. C'est-à-dire qu'il y a des opérations que je veux faire seul. Typiquement des opérations comme j'ai fait, je ne sais pas si tu as vu dernièrement, une petite maisonnette de 30 mètres carrés dans son jus à rénover complètement. Voilà, okay. C'est des montants qui sont assez raisonnables. C'est des projets qui sont plutôt liquides, qui demandent un budget assez raisonnable. Donc ça, garder d'un côté pour moi. Et là, petit à petit, je m'ouvre un peu plus pour travailler avec d'autres personnes, d'autres types de marchands de biens, qui eux, peut-être, par exemple, sont plus spécialisés dans la division, dans les opérations de division d'immeubles, division de maisons, etc. Pour faire en sorte que, je t'ai parlé de table tout à l'heure, c'est, là, je suis focus marchand de biens, mais j'ai deux types de leviers sur le marchand de biens. Ce qui fait que s'il y en a un, ça se passe moins bien, je peux me reposer, entre guillemets, sur l'autre. Donc là, c'est moi tout seul sur des petites opérations de réno que je connais bien, mais là, c'est des opérations où je peux monter sur des montants un peu plus élevés, avec d'autres personnes qui sont dans ces secteurs-là, qui vont m'apporter aussi leurs compétences. Et je pense que c'est ces deux branches-là que j'essaye de développer et que je développe là en ce moment. D'accord. En marchand, après en locatif, toujours sur des projets de sous-location professionnelle, mais là c'est vraiment que des grandes surfaces. Au minimum T3, T4. Minimum T3, T4 parce que pour moi c'est le meilleur ratio rentabilité, rendement, temps. Et maintenant aujourd'hui on a des professionnels en direct qui demandent ce genre de biens. C'est-à-dire qu'elles nous connaissent, elles savent comment on bosse. Donc nous, on a les contacts, on leur dit voilà, tel bien, il va bientôt être terminé. Et on a déjà les coordonnées et on peut les mettre directement dans les logements sans forcément passer par Airbnb et Booking. Donc ça aussi, c'est un levier qui est très bien, donc toujours en sous-location professionnelle, qu'on veut continuer de développer. Ça, c'est pour la partie France. Maintenant, j'ai des projets aussi à l'étranger que j'essaye petit à petit de mettre en place. J'aimerais bien diversifier parce que là, je suis en train de vendre 2 de mes biens locatifs. On en parlait un peu en off parce que j'ai des plus-values intéressantes à récupérer pour pouvoir diversifier un peu et investir à l'étranger. Donc j'ai des points de contact. Où ça? Ah, tu veux savoir? J'ai mon idée, mais ouais. Non, alors il y a 3-4 pays qui ressortent pour un premier jet à l'étranger. Il y a le Maroc. Ouais. Il y a le Sénégal. Ouais.
la Côte d'Ivoire et le Portugal. Ok. Alors, pourquoi j'ai choisi ces pays? Parce C'est que bizarre que tu n'aies pas mis Dubaï dans le lot. non, parce que déjà, les produits sont plus chers. Oh. C'est un peu plus cher à Dubaï. C'est plus cher que par les Ok. pays que j'ai cités. Donc, c'est quand même des montants un peu plus élevés. Et moi, un de mes critères, entre autres, c'était je veux être à plus ou moins 6 heures de la France. Et il faut que ça soit un pays où il fait bon toute l'année. Parce que l'idée aussi, c'est de joindre l'utile à l'agréable. C'est-à-dire qu'il faut que j'investisse dans un pays où ça me plaît aussi d'y aller, à titre personnel ou autre. Il y avait la Thaïlande en tête parce que j'ai des points de contact, je suis déjà allé là-bas, mais c'est très loin. Il faut savoir aussi qu'en Thaïlande, il y a des possibilités d'être full propriétaire, 100% propriétaire du terrain, mais il y a sous certaines conditions. Très souvent, il faut que tu te lies avec un local pour être propriétaire. Donc ça m'embêtait. Moi, j'aime bien être 100% propriétaire de mon logement. Et avec la Thaïlande, c'était un peu plus compliqué. Et c'est loin, c'est 13 heures de vol. Ça ne correspondait pas à ma liste. Donc voilà pour les quelques pays que j'ai. Et ça, c'est les projets que j'ai pour fin 2025. 2026, commencer à sortir un peu de la France, désengorger un petit peu en France, diversifier et pour sécuriser, toujours. Toujours. Et sinon, à part l'immobilier, Ouais. est-ce que tu investis dans d'autres Oui, d'autres bien actifs, sûr, comme sur les quoi? marchés financiers. Hein. Moi, j'investis pas mal en bourse, en crypto aussi. Ouais, En bourse, c'est très classique. ETF, ETF, S&P 500, MSCI World. Et je cherche pas plus compliqué. c'est tout. Voilà. Et en crypto? En crypto, je fais un peu plus le fou des fois. Ah ouais? Évidemment du Bitcoin, évidemment de l'Ethereum. Mais des fois, j'aime bien les petits altcoins. J'ai pris un peu d'argent sur certains altcoins. Attention, c'est pas un conseil, un investissement. Donc ça, les gens... Voilà, des fois, je suis un peu plus foufou sur la crypto. Mais les basiques, c'est Bitcoin, Ethereum, Solana un peu, Ripple aussi que j'ai. Mais voilà, j'essaye de pas trop non plus... Je reste quand même assez carré, assez rigoureux. On a dit, la cupidité, c'est très piège. C'est ça. Faire attention. Il y en a beaucoup qui sont tombés. Et non, je diversifie effectivement sur les marchés financiers parce que ça reste, avec l'immobilier, ça reste pour moi les deux piliers, entre guillemets, avec l'entrepreneuriat. Mais l'entrepreneuriat, c'est encore autre chose. Mais sur la partie investissement, l'immobilier et les marchés financiers, ça reste les deux piliers pour moi sur lesquels il faut être. Il n'y a pas de combat. Il faut être dans les deux. Ça, c'est à mon avis encore. Ben écoute, sinon, alors tu m'as dit que tu faisais de l'accompagnement, Ouais. formation. Ouais. Donc c'est le moment. C'est l'instant pub. Voilà, c'est l'instant pub, donc dis-nous tout. Alors, donc oui, je fais effectivement des formations et des accompagnements. Donc, en formation, il faut savoir que c'est plus sur la partie sous-location professionnelle. Donc, on aborde vraiment tous les éléments pour pouvoir convaincre le plus facilement un propriétaire, quel type de structure créer, faire attention à l'aspect juridique, parce que c'est beaucoup d'administratif aussi cette activité-là. Comment bien performer sur Airbnb, Booking, etc. La partie aménagement, décoration, parce que je suis pas tout seul, je suis avec madame qui est décoratrice aussi d'intérieur. Donc, on fait un bon duo sur cette partie-là pour faire en sorte que les gens performent en location courte durée. Sur les accompagnements, on fait des accompagnements sous location professionnelle aussi. Donc, c'est vraiment là du one-to-one. C'est des exercices en direct avec des propriétaires aussi pour vous aider à mieux pitcher face aux propriétaires. Donc, ça, c'est des accompagnements. Ensuite, je fais des accompagnements pour investir dans l'immobilier. Donc, les gens qui veulent acheter un bien pour faire de la location courte durée, pour faire de la colocation, ce genre de choses. Donc, tout ça, je mets toute mon expérience pour les aider à faire un très bel investissement. Donc, je les accompagne vraiment du tout début jusqu'à la fin, la mise en location, etc. Et tout récemment, ça, j'en parle très peu, je fais du clé en main. Donc, des opérations clé en main en région parisienne avec des profils un peu plus haut de gamme. Donc, tout est dans le pipe actuellement, il y a des choses qui sont en cours. J'en parle pas beaucoup parce que c'est pas forcément ce que je veux mettre en avant. Mais pour les personnes, s'il y a des personnes qui veulent être vraiment pris en charge en clé en main de A à Z, j'ai mon réseau, courtier, chasseur, notaire, banquier, expert comptable, avocat, société de gestion, pour pouvoir faire des opérations immobilières dans de bonnes conditions avec nous. Voilà un petit peu ce que je propose. D'accord, bah écoute, je te remercie. Merci à toi pour l'invite. Tous aussi. Et puis, si tu pouvais nous donner tes réseaux ou te retrouver. Ouais, alors moi je suis plus sur YouTube, donc YouTube AG House, AG et House comme une maison. Instagram, @tjef, TIDJEF, où je parle un peu plus immobilier, etc. Et après j'ai un Twitter, mais sur Twitter je parle pas forcément que d'immobilier. Sur pas mal de sujets, c'est TJF pareil, @TIDJEF.
Écoute, merci. Et puis j'attends le lien Notion. Le lien Notion, ok, ça marche. On fait comme ça. Merci en Merci tout cas à pour toi. l'invitation. Merci à toi. Salut. À la prochaine.